Donc, bienvenue à tous. Donc, c'est aujourd'hui un webinaire qui est co-organisé par le Centre des politiques de la Terre et l'Association française de prévention des catastrophes naturelles. Un webinaire qui a pour origine un groupe de travail assez original puisqu'il réunit à la fois des chercheurs de différentes disciplines, de sciences de la Terre, de sociologie, de beaucoup d'autres disciplines encore, et des journalistes pour travailler ensemble à l'articulation entre risques et médias. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui on communique sur les risques et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la manière dont on communique sur les risques et donc participer à une réduction des risques de catastrophe. Ce séminaire aujourd'hui s'inscrit dans un cycle de 3 séminaires, 3 webinaires. Donc, c'est le premier webinaire qui va se centrer sur cette question: comment est-ce que les nouvelles technologies de collecte des données affectent la manière dont scientifiques et médias communiquent sur les risques. Premier webinaire, donc on a voulu centrer sur cette question des données et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce que les pratiques ont évolué et que l'évolution de ces pratiques a des effets qu'il est intéressant de discuter et qu'on va discuter avec nos différents intervenants. Le prochain webinaire sera davantage centré sur les observatoires. Comment est-ce que les observatoires scientifiques en charge de la surveillance de différents types de risques sont également amenés à revoir leur communication sur les risques avec les transformations de nos usages en matière de nouvelles technologies. Et puis le troisième webinaire qui viendra en début 2021 s'intéressera à une actualité très récente, puisqu'il s'agira d'essayer d'envisager comment est-ce que la crise sanitaire actuelle nous a obligés aussi à repenser cette interaction entre scientifiques et médias. Donc voilà, un programme chargé et qu'on va démarrer aujourd'hui, qu'on va lancer avec Samuel Auclair du BRGM qui va vous présenter les intervenants et puis vous parler un petit peu plus du cadrage qu'on a retenu pour ce webinaire. Bonjour à tous, merci Maude pour cette introduction. Donc effectivement, bienvenue à tous. Alors comme l'a introduit Maude, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet d'interface, c'est un sujet dont personne, en tout cas d'entre nous, n'est tout à fait spécialiste. Donc l'idée, c'est vraiment que chacun puisse apporter son expertise, son point de vue, et puis de vous faire dialoguer tous les trois. Donc on a 3 invités aujourd'hui. Honneur aux dames, donc Anne-Laure Barral, journaliste à France Info, spécialiste des questions d'environnement. Bonsoir à tous. Marc Rigolo, qui est le directeur de la Fondation Maïf, donc qui va avoir, j'imagine, un regard, un angle de vue un peu distancié par rapport à celui des 2 autres intervenants. La Fondation Maïf intervenant sur des sujets connexes, mais dans une posture un peu différente. Et puis, Johnny Douvinet, qui est maître de conférence à l'Université d'Avignon, qui lui a pas mal travaillé sur les apports notamment des nouvelles technologies pour la gestion des catastrophes naturelles, en particulier des inondations. Donc, merci à tous d'être ici. Peut-être juste un tout petit focus sur le thème de ce premier webinaire. L'idée, c'était vraiment, il y avait 2 questions qu'on s'est posées initialement dans le groupe de travail, qui est de savoir que c'est d'abord l'accès à la donnée ou aux citoyens, à la donnée citoyenne, donc permis par les réseaux sociaux notamment, mais aussi les applis mobiles et toutes ces technologies. En tout cas, de notre angle de vue de scientifique, ça nous a questionné sur le rapport qui était modifié. D'avoir un lien direct avec le citoyen, ça permettait de communiquer sur les risques de manière différente, en sortant parfois du triptyque passant par les médias. Et inversement, on a remarqué des pratiques parmi les journalistes de lien direct avec les citoyens qui nous échappaient également. Donc, tout ça nous a beaucoup interrogés. Et voilà, c'est vraiment ça qu'on voulait questionner aujourd'hui. Donc, comme le disait Maude, l'idée, c'est vraiment d'avoir
quelque chose d'assez interactif pendant ce webinaire. Donc, on va d'abord dans un format plutôt table ronde. Ensuite, donc, vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas cependant à les poser au fur et à mesure qu'elles vous viennent. On les prendra en charge, on les traite donc plutôt en deuxième partie. Mais voilà, ne soyez pas frustrés si on n'y répond pas de manière directe. On le fera dans un second temps. Donc, n'hésitez pas via le chat à poser vos questions. Eh bien, peut-être juste un point de précision. Il y a 2 outils sur Zoom en bas. Donc, il y a un outil Converser. On vous suggère de garder l'outil Converser pour des problèmes éventuellement techniques. Par contre, il y a aussi un outil questions et réponses Q&R que vous pouvez utiliser pour poser vos questions sur lesquelles voilà, on lira, on sera attentif à lire vos questions et puis à les traiter ensuite. Merci Maud pour cette précision importante en effet. Anne-Laure, je vous laisse de vous présenter en première. Alors oui, donc comme vous l'avez dit, je m'appelle Anne-Laure Barral, je travaille à France Info depuis une dizaine d'années, plus particulièrement sur les questions d'environnement, mais avec une vision très très large de l'environnement. Et comme c'est une radio d'actualité chaude, comme on dit, sur les événements en cours, même s'il y a des moments un peu plus qu'on appelle chroniques, où on peut se un petit peu pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément dont on aurait pu parler la veille ou le lendemain. En tout cas, on va dire l'ADN de France Info, que ce soit sa radio historique, son site internet et sa chaîne de télé, c'est vraiment l'actualité chaude. Donc, un événement comme une catastrophe naturelle ou une catastrophe industrielle, c'est effectivement quelque chose qu'il va falloir traiter sur l'antenne rapidement. Je prendrai 2 exemples qui peuvent vous intéresser cette année, qui ont eu lieu récemment. C'est le tremblement de terre du Teil en Ardèche, et ensuite la catastrophe de Lubrizol. Alors, ce n'est pas tout à fait un risque naturel, mais comment on fonctionne dans ce cadre-là quand nous, on voit une alerte par l'agence France Presse, par exemple, où on voit aujourd'hui qu'une alerte peut venir d'une surveillance des réseaux sociaux par un tweet de la préfecture de police ou de la préfecture du département où se produit la catastrophe. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça qu'en fait, l'alerte arrive encore plus rapidement dans la rédaction avec ces nouveaux instruments que par le passé, quoi. Et après, le mode opératoire, j'ai envie de dire, de la rédaction, il est un peu le même. Il est d'abord de rechercher donc des informations, des témoignages, des experts qui vont pouvoir expliquer, nous aider à comprendre ce qui se passe, des témoignages pour nous raconter ce qu'on voit sur place, parce que la rédaction, elle est peut-être, même si elle est au niveau local, à Avignon dans le Vaucluse, le tri, c'est pas tout près, donc le temps qu'un reporter aille sur place, dans l'urgence, nous, on cherche dans la rédaction à avoir ces témoignages. Et puis, effectivement, ces experts, donc ça peut être des sismologues régionaux ou des observatoires locaux ou l'Observatoire de la Terre, enfin, tout ce qui pourra nous renseigner sur pourquoi cette information est remontée, quelle est son ampleur, est-ce qu'on casse l'antenne ou est-ce qu'on le traite, après on avise un peu de la mesure de la proportion que ça va prendre à l'antenne, est-ce que ça va prendre toute la place ou est-ce que ça va être au départ c'est une brève en général, puis après on met un journaliste qui a quelques éléments d'information pour développer ce qu'on va appeler un papier, puis après on va peut-être prendre un témoignage au téléphone, puis après on aura tout ça un peu pour donner de l'information la plus sourcée possible dans un premier temps, la plus vérifiée avec de multiples sources dans un second temps, et avec un reporter après sur place qui décrira lui ce qu'il verra. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Parfois, ça peut être juste aussi des éléments factuels. Par exemple, sur Lubrizol, c'était rappeler qu'est-ce que c'est que cette usine, depuis quand elle est là, qu'est-ce qu'elle fabrique. Et là, on précise à l'auditeur quel site est touché à partir du moment où on en a la confirmation.
Sur le séisme du Teil, ben, ça peut être le village, combien il a d'habitants. Enfin voilà, on va rester dans des encadrés et pas rentrer tout de suite dans le détail de ce qui se passe. Tant qu'on ne peut pas, nous, vous savez que le travail des journalistes, c'est de multiplier les sources avant de pouvoir donner des éléments. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Et puis, donc, évidemment, les informations qui remontent des réseaux sociaux sont importantes, mais elles sont encore plus à prendre avec précaution parce qu'il faut que nous, ce soit sourcé. Donc, il faut pouvoir vérifier que le témoignage, la personne se soit bien identifiée. Et or, aujourd'hui, il y a beaucoup de pseudos ou de logos qui ne disent pas vraiment qui parlent derrière un tweet ou un post Facebook. Mais après, ce lien direct, alors vous pouvez voir des rédactions, ça arrive aussi à France Info, pas dans le cadre d'urgence comme ça, mais ça peut venir, de demander aux gens de témoigner, d'envoyer directement leurs images à des rédactions, d'envoyer directement des éléments d'information. Mais ça, j'ai envie de dire, ça a toujours existé, notamment en radio locale où j'ai beaucoup travaillé. Les auditeurs vous appellent en fait pour vous dire il y a une voiture qui brûle devant moi, où il y a un bouchon sur l'autoroute, ou il y a un grand incendie à tel endroit, ou la terre a tremblé près de chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y a toujours eu peut-être un échange qui échappait aux scientifiques et qui arrivait aussi directement dans les rédactions. Ce qui se passe aussi, c'est que quand l'événement est majeur, on ouvre l'antenne en fait aux auditeurs. Tellement les rédactions sont débordées de questions. Donc en fait, voilà, au bout d'un moment, il est pris la décision parfois d'ouvrir l'antenne. Alors soit directement, effectivement, on prend en direct les auditeurs, mais il faut bien mesurer les choses parce qu'il faut avoir la capacité de leur répondre ou de leur dire qu'on ne sait pas et qu'on reviendra vers eux. Soit on les prend en différé, c'est-à-dire qu'on prend leurs questions et ils rappellent un peu plus tard au moment d'une émission consacrée à ça. Voilà un petit peu comment on fonctionne et comment ça se passe aujourd'hui avec, sur des événements type catastrophe naturelle ou industrielle. Merci beaucoup, Anne-Laure. C'était une introduction qui est particulièrement précise, parce que je pense qu'on ne connaît pas tous la manière dont on fait. Donc c'est intéressant d'avoir aussi cet éclairage. Est-ce que peut-être Johnny, dans un second temps comme... Bien, bonjour à tous. Donc Johnny Douvinet, donc je suis géographe effectivement, donc je travaille à l'université. Donc moi, ça fait 15 ans que je travaille sur les risques. Donc c'est quoi un géographe? On s'intéresse à la fois aux impacts spatiaux, sociaux des phénomènes. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans sur les crues rapides et les inondations rapides avant de travailler de manière plus spécifique sur l'alerte à la population aujourd'hui depuis 4-5 ans. Sujet qui pour moi est intéressant, non seulement parce que ça touche à plein de disciplines, donc on travaille avec des psychologues, des informaticiens, mais également des acteurs opérationnels, que ce soit même des entreprises qui développent des solutions d'alerte, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui vendent ces solutions, ou en tout cas qui les développent. Et puis on travaille aussi avec les autorités, donc que ce soit à l'échelle locale, les maires, à l'échelle départementale, certains préfets, et puis également avec le ministère de l'Intérieur. Je vais prendre juste un exemple. Aujourd'hui, on est en train de finir une étude donc pour le CHEMI, qui est le centre de hautes études du ministère de l'Intérieur, et qui vise à essayer d'identifier les besoins en termes d'alerte à la population à l'horizon 2021, voire surtout à l'horizon 2024, puisqu'il y a les Jeux olympiques et paralympiques qui seront organisés. Alors, il y a la Coupe du monde de rugby en 2023 aussi, qui est un grand événement. Mais l'idée, c'est comment on peut améliorer, ou en tout cas comment on peut avancer main dans la main pour qu'en tout cas chacun puisse y trouver son compte. Donc c'est super intéressant et c'est vraiment une approche que je mène depuis quelques années. Donc j'ai été géomorphologue au départ, je pense que c'est important de le noter. Donc moi je travaille sur les aléas crues rapides d'un point de vue physique. Après je me suis intéressé sur les risques et aujourd'hui je travaille aussi sur d'autres événements. Alors il y a le risque lié à des actes terroristes tels que définis par le ministère depuis quelques années, évidemment. Et puis, il y a aussi le risque industriel. Donc, on a parlé de l'événement de Lubrizol tout à l'heure. En tant que chercheur, voilà, c'est comprendre les temporalités, l'impact des outils. On rappellera que les sirènes ont été activées à 7h45. L'événement avait commencé à 2h40. Donc, il y a un certain nombre de choses à comprendre, à expliquer. Voilà pour la présentation. Je vais juste rappeler aussi que pour moi, il y a deux choses à bien distinguer. Il y a la procédure d'alerte qui existe en France avec toute la complexité que l'on connaît. Donc, il y a à la fois l'alerte, ce qu'on appelle montante,
la détection des signaux faibles. Donc, une information peut arriver au niveau des médias et tant mieux. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de canaux différents et variés qui sont utilisés. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'alerte descendante. C'est qu'une fois que les autorités qui ont la compétence en France, donc les maires, les préfets et le ministère de l'Intérieur, en fonction des aléas ou des risques en jeu, évidemment, ce n'est pas les mêmes compétences. Eh bien, comment est-ce que ces acteurs-là informent ou alertent même la population? Donc ça, c'est des choses importantes. On a aussi un certain nombre d'enseignements ou d'acquis aujourd'hui sur la manière dont il faut communiquer lors de ces événements-là, notamment parce qu'il faut être le premier à informer, même quitte à dire qu'on ne sait pas et qu'on va revenir vers les personnes pour les informer, ce que Madame Barral vous avait dit tout à l'heure. Je pense que c'est important. Et puis les réseaux sociaux, dans tout ça, ça complexifie aussi la donne depuis quelques années. On a en gros deux oppositions pour faire simple. On a des personnes qui sont assez réticentes face à cette nouvelle technologie pour plein de raisons. Et puis, il y a d'autres personnes qui veulent les utiliser. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir la bonne information au bon moment pour tout le monde. Et ce n'est pas évident puisque l'une des caractéristiques des réseaux sociaux, c'est la viralité. Ça part très vite dans tous les sens. Et donc, il faut essayer de s'y retrouver sans partir sur la surinformation qui est aussi un des problèmes aujourd'hui, ce que certains appellent l'infobésité. Je trouve que le terme est assez intéressant. Il y a trop d'informations et on a du mal à s'y retrouver en temps réel. Et la deuxième chose que je voulais rajouter, pour essayer de ne pas trop monopoliser la parole, c'est qu'il y a cette procédure d'alerte qu'il faut comprendre, qui est aussi particulière en France parce qu'on a étudié l'alerte dans d'autres pays et donc ce n'est pas les mêmes référentiels, ce n'est pas la même doctrine, ce n'est pas la même culture. Donc, il y a des choses évidemment à considérer. Et la deuxième chose, c'est que pour qu'une alerte soit efficace, pour moi, il y a un point important, c'est qu'il faut bien se préparer. Et donc, ça veut dire qu'il faut contribuer à la fois à la connaissance des zones impactées, des phénomènes. Et puis surtout, il faut préparer les autorités. Donc, il y a des outils qui existent aujourd'hui, donc qui sont mis en place, testés en amont. Et puis surtout, la population doit elle aussi être impliquée. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'un des écueils, c'est, pour terminer, c'est que l'alerte, elle est vue comme une notion néfaste parce qu'elle est associée à un danger, alors que pour moi, il faudrait considérer l'alerte comme l'opportunité de mettre en pratique des réflexes ou des automatismes que l'on a appris à un moment donné sans que la peur soit la première variable qui empêche un comportement. Je terminerai là-dessus parce que j'ai d'autres choses à dire, mais je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Johnny. Eh bien, Marc, rigolo, je vous donne la parole pour merci Samuel. Donc je vais essayer de compléter. Alors nous, on a un regard un peu différent et peut-être un peu plus large, puisque la Fondation Maïf, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, donc elle travaille pour l'intérêt général et elle soutient des recherches scientifiques en lien avec les risques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire mieux connaître les risques, mieux comprendre les mécanismes qui vont arriver à provoquer un accident ou qui vont être plus constitutifs d'un accident, et puis essayer de rechercher des solutions pour mieux prévenir, ou en tout cas, comme Johnny vient de le dire, mieux préparer les personnes à affronter ces accidents ou ces incidents, donc développer de la résilience. Alors nous, on travaille dans différents domaines, dans 4 grands domaines, la mobilité, d'une manière très générale, depuis la voiture autonome jusqu'aux trottinettes, l'habitation et la vie quotidienne, depuis la chute de toit jusqu'aux accidents de ski dans les avalanches. Il y a bien entendu les risques naturels. Et là, il y a une forte représentation sur ce sujet ce soir. Donc, séismes, tsunamis, inondations, enfin, tout ce qui est risque naturel. Et puis, on travaille aussi en lien avec des sujets autour du digital. Et ça sera peut-être intéressant de faire le lien entre la communication digitale et la formation ou la data. On travaille autour du risque digital, direct ou indirect pour les personnes, par rapport à des données personnelles ou par rapport à des comportements ou par rapport à des biens, d'une manière un peu large. Voilà. Et on travaille globalement plutôt sur des risques émergents et avec une association entre des sciences dures, des sciences traditionnelles, comme les sciences de la Terre, et puis des sciences plus sociales et cognitives, autour du comportement, autour de mécanismes plus psychologiques, pour faire court. Et nous, ce qu'on constate, c'est que finalement, le digital, d'une manière générale, a permis non seulement évidemment de diffuser de l'information, mais à créer des capteurs. Donc les gens sont devenus des capteurs, ils ont plein de capteurs, ils ont des informations. Alors ça peut être des informations de localisation, de déplacement, des images, il y a plein d'informations. Et finalement, toutes ces données-là, petit à petit, deviennent accessibles aux scientifiques, ce qui à la fois est une richesse énorme quand on peut les capter, parce qu'on a énormément de données,
mais en même temps, ce sont des données qui sont biaisées puisqu'elles sont liées quand même à des individus qui ont des comportements. Et il est parfois un peu compliqué sur de l'analyse comportementale, sur du déplacement, d'avoir des visions générales et définitives, alors que finalement, on va observer des gens qui eux-mêmes ont fait le choix de partager des données et donc finalement ont peut-être des comportements très particuliers. Donc, ces données sont très, très intéressantes et elles permettent bien sûr de faire avancer la chose scientifique avec beaucoup de big data. Il y a aussi plein de paradoxes derrière ces données, comme on l'a vu sur Stop Covid, c'est-à-dire que les gens n'ont aucun problème pour partager des données avec Apple et Android, donc dans un domaine très marchand. Par contre, dès qu'on est sur un sujet un peu institutionnel de sécurité, là, tout de suite, l'ennemi est là et donc ça crée des réticences très, très fortes. Donc, ça pose des problèmes notamment de confiance par rapport aux institutions et aux médias et aux relais d'opinion qu'il faudra évoquer. Et donc, ça mérite quand même une réflexion. Et puis, dernier point, ces outils-là ont permis également, là, je ne vais pas en parler beaucoup, mais juste pour faire un petit teaser, si on doit y revenir, ont permis dans des cadres scientifiques, avec le BRGM ou avec le CSEM, nous, on a soutenu des démarches qui consistaient à développer des solutions dans lesquelles on allait utiliser le citoyen comme capteur de données, comme émetteur d'informations, pour en faire, je dirais, en faire une information qui peut être redistribuée immédiatement aux citoyens, donc beaucoup plus vite que les systèmes traditionnels qui passent par une validation, un rédacteur en chef, etc. Donc, c'est immédiat. Avec évidemment toute une démarche de tri et de filtre, et qui permettent aussi, parce qu'on utilise ce type d'application avant l'événement, de développer de la résilience. Donc, il y a à la fois quelque chose qu'on a développé avec Rémi Bossu du CSEM, enfin, c'est surtout lui qui l'a développé, on l'a soutenu, une application qui permet d'être informé sur les séismes. On a développé récemment une alerte tsunami un peu plus fiable pour donner de l'information un peu sérieuse. Donc, les gens participent à ça via l'usage de l'application et en même temps, ils ont une information. Et puis, on a travaillé avec le BRGM sur un outil qui, à partir de l'analyse en temps réel de tweets ou l'analyse de communication sur les réseaux sociaux, permet d'avoir une bonne idée de ce qui se passe réellement sur le terrain et donc d'évaluer un risque, un séisme et de pouvoir éventuellement peut-être pousser des informations vers les secours pour être pertinent. Donc, on voit que tout ça a changé beaucoup les choses. Et puis, dernier petit point, juste pour aussi peut-être permettre qu'on y revienne si on a le temps, on a quand même constaté qu'avec la pression et la vitesse de la communication, et notamment le fait qu'il y ait une pression très forte des réseaux sociaux sur l'information et parfois l'information autour des risques ou même l'information dite scientifique, ben, il y a une espèce de pression qui provoque une course et qui provoque parfois un traitement, on va dire, rapide de l'information qui peut provoquer des erreurs, des incompréhensions, des polémiques, avec derrière tout ça une tendance malgré tout un peu à avoir des informations sensationnelles, qui tout tire au sensationnel, à la fois sur le côté peur et puis à la fois sur le côté rêve. On fait beaucoup rêver avec la science, parfois à tort, et puis on essaie parfois de faire peur. Donc voilà le panorama que je voulais faire. Donc on travaille sur tous ces champs-là, en dehors du risque naturel aussi. Merci beaucoup Marc, merci à tous les trois pour cette présentation de vos activités et de vos questionnements qui est déjà riche. Moi, j'ai envie de rebondir peut-être déjà par rapport à ce que vous disiez, Marc, à l'instant, aussi parce que c'est peut-être un sujet que je connais bien pour avoir travaillé avec vous et avec une casquette de sismologue, mais ce lien, vous parliez de la data qui peut être captée via les citoyens, donc cette notion de citoyen capteur, on voit effectivement qu'elle permet une remontée d'informations vers le scientifique, mais vers le décideur éventuellement. Inversement, ça permet un dialogue, ou en tout cas un contact qui permet également d'échanger de l'expert au citoyen. Est-ce que vous pensez, je m'adresse à tous les trois, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est de nature à améliorer l'information sur les risques ? Et l'information sur les risques, c'est l'information dans la crise, vous l'avez beaucoup évoqué les uns les autres, quand l'événement survient, mais c'est aussi sur le temps de paix, hors période d'un événement, que ce soit un événement naturel ou une catastrophe industrielle d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui concourt à une meilleure information, ou au contraire qui marque le suggéré parfois dans la volonté d'aller vite, ça pouvait être au détriment d'une bonne information de qualité?
Alors, je ne sais pas, peut-être Anne-Laure. Ah oui, je vais répondre. Oui, l'urgence. Alors, France Info, en plus, je pense qu'on a été la première radio, enfin, on est la seule toujours d'information continue qui a accéléré le rythme des autres radios, par exemple, ou des autres médias qui attendaient le journal de 13 heures, le journal de 20 heures ou de 19 heures. Et donc, voilà, c'était oui, mais il donne déjà l'info, mais attends, j'ai pas eu le temps de la vérifier moi. Moi, la mienne à 13 heures, elle sera plus juste, plus vraie, ou elle sera bien vérifiée et elle sera bonne. Contrairement à ce que France Info fait. Aujourd'hui, France Info est concurrencée par effectivement la rapidité des réseaux sociaux où vous avez déjà votre rédacteur en chef qui vous dit « mais c'est déjà sur Twitter ». Ce à quoi on essaye de se dire qu'il y a aussi des gens qui s'informent autrement que par Twitter ou les réseaux sociaux. Après, on ne va pas dire aux gens on ne sait, enfin, on va pas dire aux gens attendez demain, on vous dira. On ne peut pas. L'événement, il est sorti, il est traité par ailleurs, il est traité sur des réseaux sociaux. Donc, il y a des auditeurs qui potentiellement peuvent le voir. Est-ce qu'on doit en faire un démenti en disant selon nos informations, nous, on ne voit pas cette catastrophe que vous avez vue sur les réseaux sociaux peut-être, ou c'est tout ça l'équilibre d'une rédaction et de faire des choix, et c'est ce que je vous disais sur la proportion après qu'on donne à l'événement. Est-ce qu'on en fait, on casse l'antenne et on fait une édition spéciale et on ne va parler plus que de ça aux auditeurs, comme ça se passe voilà, quand on annonce un confinement généralisé, ou quand on a une catastrophe industrielle comme Lubrizol, ou quand on a un tremblement de terre à Fukushima. Au Teil, on n'a pas fait une édition spéciale, hein, mais on a mis en une de nos journaux et de nos développements le sujet. Après, je vais vous donner une citation qui va vous faire bondir, mais qui est de Pierre Lazareff, souvent donnée dans les rédactions, qui dit « Une information, un démenti égale 2 informations ». Donc, il y a parfois effectivement une première information qui vous arrive d'une source que vous pensez plutôt fiable, notamment ne serait-ce que le ministère de l'Intérieur, où vous dites qu'ils doivent savoir quand même un peu de quoi ils parlent. Et donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est, on ne va pas dire je vais contester la crédibilité du ministère de l'Intérieur sur cette information et je vais aller attendre que, je ne sais pas, Matignon, l'Élysée ou les pompiers locaux me la confirment. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on source cette information, en fait, et on dit aux auditeurs d'où elle vient, pour pouvoir leur dire, voilà, le ministère de l'Intérieur annonce, je ne sais pas, une attaque terroriste au Halles, ou la préfecture de police envoie un message alerte terroriste au Halles. Donc, les gens sont priés de se confiner dans les magasins ou des choses comme ça. Comment on peut contester après on ne va pas non plus dire j'attends 2 heures avant de la donner, cette information. L'événement est en cours, il se passe. Donc, effectivement, il y a une course à l'information, mais avec les précautions de sourcer les données et de revenir dessus aussi quand il le faut. C'est ça qui est le plus dur peut-être dans les rédactions, c'est d'assumer, de dire voilà, il y a un démenti. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une vieille tradition, hein, puisque Lazareff, il n'est plus là depuis longtemps, et il le disait déjà à l'époque. Donc, moi, je pense que je ne sais jamais comment mon auditeur il va percevoir l'information. Je ne préjuge pas de comment il va percevoir l'événement. Est-ce qu'il va en avoir peur, ou est-ce qu'il va avoir conscience du risque parce qu'il vit à côté de ce fleuve, parce qu'il connaît les risques sismiques de sa région? Moi, je ne préjuge pas de ce que ça va produire chez lui. Je veux juste ne pas non plus lui cacher, je ne veux pas qu'on me fasse un procès non plus de « vous n'avez rien dit », parce qu'on le voit aussi sur les médias, hein, de dire vous saviez et vous n'avez rien dit. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre… lancer des polémiques, c'est autre chose pour moi. Lancer des polémiques, c'est il y a quelqu'un qui a un point de vue, il y en a qui en a un autre, et on va les mettre en face. On sait qu'ils sont irréconciliables en 5 minutes à l'antenne, et on va faire un match, voilà, on va faire un match inaudible. Bon, après, vous allez me dire peut-être que des débats sur les élections municipales ont ressemblé à ça, mais ça, c'est un exercice démocratique. Mais sur une catastrophe naturelle ou sur une question de risque,
Pour moi, voilà, la procédure, c'est quel témoignage j'ai, quel expert j'ai, qu'est-ce qu'on peut me faire remonter comme information sur l'événement, quelle source j'ai. J'en ai plusieurs, donc je donne l'information. J'en ai qu'une, donc je donne la source de mon information. C'est la préfecture qui dit ça, c'est les pompiers qui disent ça. À partir du moment où préfecture, pompiers, témoins sur place vous racontent la même chose, vous pouvez dire, voilà, l'usine brûle, quoi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et ce que je dirais quand même, c'est ces témoignages, ces capteurs, comme vous le dites, qui viennent, et ces diffuseurs aussi d'informations via les réseaux sociaux, c'est par rapport à mon média de base qui est la radio, c'est la force de l'image et de la vidéo voilà. Et c'est en ça qu'il faut faire encore plus attention parce que en radio, moi, avant l'image, je cherchais surtout le témoin qui avait des détails à raconter, ou qui avait une force émotionnelle peut-être, parce que cette personne, elle avait eu peur. Mais si c'est une dame dans son immeuble qui a vu tout tomber chez elle, elle est légitime pour dire qu'elle a eu peur. Après, si c'est un expert que j'interroge qui me dit c'est un petit tremblement de terre habituel pour la région, il est légitime pour me dire ça parce qu'il a, lui, le recul des données sismiques de sa région. Donc, vous voyez, en fait, je ne vais pas diffuser un simple témoin qui dit des séismes, on en a tout le temps. Alors après, bon, ils peuvent voir trembler leur cuisine souvent, mais est-ce que c'est vraiment des séismes? Est-ce que c'est pas des travaux qui font trembler les murs? Voilà, ils ne sont pas… Moi, je juge de la crédibilité des gens pour dire les choses. Un témoin, il est légitime pour me donner ses émotions. Un scientifique, il va être légitime pour me donner le recul sur la situation dans cette région, sur les inondations, sur les séismes et ces choses-là. C'est ça, en fait, où il faut diffuser, enfin, il faut faire attention dans la diffusion des témoignages et puis des interviews. Et après, oui, sur ces réseaux sociaux, je dirais la force de l'image, c'est-à-dire qu'on va essayer de contacter celui qui a fait la belle vidéo, mais est-ce que c'est celui qui parlera le mieux de l'événement, qui en donnera les détails? Bon, voilà, il nous décrira en radio sa vidéo, mais voilà, parfois, peut-être que c'est un peu un biais aujourd'hui qu'on a avec ces réseaux sociaux, c'est que la force de l'image emporte beaucoup de choses par rapport à la pratique qu'on avait précédemment, qui était de chercher celui qui était au plus près de l'événement, celui qui était, voilà, les habitants du village où il y avait les inondations, ou le maire, ou les locaux. Moi, je voulais réagir sur ce que tu disais, Anne-Laure. Donc, tu as cité Lazareth. Nous, on a fait pas mal d'études sur la couverture médiatique des catastrophes naturelles. Donc, tu connais un peu de ces travaux. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a une décroissance exponentielle de l'intensité médiatique, ce qui veut dire qu'en fait, très rapidement, il y a beaucoup moins de nombre d'articles qui paraissent sur un sujet. Donc, si on a 2 infos, la première est quand même pas couverte de la même manière que la seconde, ce qui induit un effet dans ce qui est reçu en termes de messages par les lecteurs, par les auditeurs, etc. Donc ça, c'était mon premier commentaire par rapport à ce que tu disais. Je voulais revenir ensuite sur ce qu'on discutait auparavant, sur l'usage des réseaux sociaux et juste… souligner le fait que finalement on utilise les réseaux sociaux peut-être comme capteurs, mais on peut aussi les utiliser en tant qu'expert, en tant que scientifique, pour construire la connaissance de manière plus rapide. C'est ce qui se passe en fait aujourd'hui quand on a des séismes à l'autre bout du monde. Très, très rapidement sur Twitter, il y a un certain nombre d'experts qui commencent à publier des données, à publier des interprétations, et on se rend compte que la connaissance scientifique se construit très, très rapidement, très vite, sans les circuits de validation habituels qui font la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui sont la validation par les pairs, l'écriture d'articles, etc. Et donc ça, c'est aussi un autre usage de ces réseaux sociaux qui est intéressant peut-être à questionner sur la question des risques, et qui du coup se passe aussi des médias, quoique les journalistes souvent vont chercher ces experts qui construisent la connaissance sur Twitter pour les interviewer et pour les faire réagir, parce que finalement l'expertise devient accessible et déjà discutée sur une plateforme sur laquelle on peut aller lire un petit peu ce qui se fait directement et pas aller les chercher jusque dans le laboratoire. Donc voilà, c'était mes deux commentaires parenthèses avant de laisser la place à… Je crois que Johnny voulait réagir à ce que disait Anne-Laure. Johnny ? Voilà, rapidement, je trouve que la force de l'image, effectivement,
elle emporte la place sur beaucoup de choses, mais je pense que de manière générale, la place de l'image, elle est déterminante pour une prise de décision à l'échelle individuelle. Et en fait, c'est pas uniquement. Enfin, je suis très intéressé et content d'entendre ce discours-là parce que nous, de manière générale, on l'observe. C'est que pour générer une réaction, il faut souvent plus que des mots, il faut une image. Il y a beaucoup d'articles qui évoquent cet aspect-là. Et je prendrai juste un exemple parce qu'on a travaillé un petit peu là-dessus. Tout le monde se souvient sans doute l'année dernière du petit glissement de terrain, mais qui a généré l'arrêt du Tour de France en montagne. Et pour vous donner les informations que l'on a, mais parce que ça s'est passé comme ça, la personne qui était en charge de la sécurité et de la sûreté du Tour, qui a une grande expérience en termes de compétences, en tout cas dans ce domaine-là, qui est le représentant de l'État à l'échelle locale, en fait, lors de la manifestation. Eh bien, au moment où elle a appelé le directeur de course, vous avez beau mettre des mots et dire qu'il faut arrêter la course, la personne qui est en l'occurrence le directeur de course, n'était pas prêt à arrêter la course vu les enjeux évidemment. Et lorsque l'image est arrivée sur son téléphone, là tout de suite ça a changé évidemment dans sa décision. Et je pense que cet exemple-là, pour moi, il est très révélateur du positionnement qu'on doit avoir. Et il faut aussi le recontextualiser. Tout le monde, tous les individus ont besoin de comprendre ce qui se passe à un moment donné. Et l'information est beaucoup plus parlante. Et c'est pour ça aussi que les réseaux sociaux sont intéressants. On le voit, on disait tout à l'heure, l'impact est important. En fait, plus les personnes qui sont affectées ou touchées sont sidérées, elles ne comprennent pas l'information, plus il y a ce besoin d'information. Et c'est pour ça que sur des événements, en fait, on peut très bien associer les événements de grande ampleur à des pics et à ce qu'on appelle la timeline que beaucoup de personnes connaissent. C'est le nombre de tweets qui est diffusé en une seconde. Ça augmente très rapidement et c'est exponentiel finalement à la crise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, donc qui ont besoin d'une information. À l'inverse, les petits événements, il y a moins de personnes qui sont intéressées. C'est aussi lié à l'impact évidemment des phénomènes. Et par rapport à la question que Samuel, tu posais tout à l'heure, je pense qu'il y a deux choses différentes dans ta question. Est-ce que ces réseaux sociaux sont utiles en termes de formation ou d'information sur les risques? En fait, moi, je dissocie vraiment les deux étapes. Quand il y a un événement qui est en cours, qu'on ne comprend pas, les réseaux sociaux sont recherchés par des personnes qui y sont au quotidien. En amont, faire de la prévention sur les réseaux sociaux, c'est très, très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour ça. En fait, au départ, c'est créé pour créer du lien social virtuel avec des personnes. Donc, on pourrait les utiliser. Il y a beaucoup de démarches qui existent. Faire des campagnes d'affichage, utiliser les réseaux sociaux pour informer, pour dire attention, il y a tel et tel événement ou tel et tel risque qui est présent. Mais on se rend compte que l'impact, il est minime. Enfin, j'ai peut-être un avis assez défaitiste là-dessus, mais je trouve que l'impact, il est minime. Et en fait, il faut vraiment dissocier avant l'amont, la prévention, et puis lorsqu'il y a une crise, parce que les personnes en dehors, en plus d'un événement, on sait toute la difficulté de la prévention des risques, hein, on est plusieurs à travailler dessus et on aimerait que ce soit beaucoup plus porteur, ou en tout cas que ce soit plus approprié par les individus, ce qui est quand même un constat, un aveu d'échec, je ne vais pas dire ça comme ça, mais ça ne marche pas trop parce que les personnes ne sont pas intéressées, alors même que au moment où il y a un événement qui n'est pas compris, elles voudraient avoir toute l'information au bon moment. Et par rapport à ce que vous disiez aussi, Madame Barral, j'en profite aussi sur ce qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est qu'on a tous une position, un regard différent sur l'outil. Les réseaux sociaux, pour travailler avec des autorités, elles connaissent, voilà, elles savent que ça existe, elles surveillent, elles suivent. Pour moi, elles font de la surveillance et c'est un outil comme un autre. Mais par contre, de là à communiquer sur ces outils-là et à valider une information en temps et en heure, elles y sont réticentes parce qu'il y a un certain délai de validation. Et pour aussi avoir travaillé sur un épiphénomène, à partir du moment où les autorités considèrent que la crise est gérée en interne par les moyens de secours, il n'y a pas d'information à la population, alors même que la population veut comprendre. Et donc, on a un total décalage et ça se comprend, entre guillemets, parce que ce n'est pas les mêmes prérogatives. Je ne légitime pas la position des uns et des autres, hein, mais je pense qu'il est important de comprendre que l'outil, les réseaux sociaux, ce n'est pas la même vision de plein d'individus et donc, il faut bien considérer ces approches-là, ou en tout cas cette diversité. Merci, merci Johnny. Donc, on voit, merci, vous êtes déjà nombreux d'ailleurs à rebondir. Il y a des questions donc on traitera peut-être un peu plus tard, mais il y a beaucoup de personnes qui rebondissent, avec notamment, il y avait, je ne sais plus si c'était Maud ou Johnny qui évoquait la question aussi
de la discussion, de la discussion ouverte qui était possible grâce aux réseaux sociaux en dehors du chemin balisé des publications scientifiques, etc. Et voilà, la question, ça interroge certains des personnes qui nous suivent sur le poids justement de ces informations par rapport à l'information scientifique validée. Avant qu'on réouvre comme ça de nouveaux sujets, est-ce que Marc, les discussions, là, les points amenés par Anne-Laure, par Johnny, par Maude, Oui, volontiers, Samuel. Donc, il y a 2 points par rapport à ce que Anne-Laure disait. Oui, je ne mésestime pas l'intérêt de la vitesse, notamment quand il y a un accident. Je parlais plus de prévention, c'est-à-dire de connaissances scientifiques dans un temps froid, qui est un sujet qui n'est pas forcément très intéressant à traiter, peut-être, mais en tout cas, qui permettrait de bien préparer ces phases critiques. Et sur lesquels, nous, le constat qu'on fait sur des résultats de recherche qui sont parfois extrêmement intéressants, c'est qu'il y a une réelle difficulté à en parler parce qu'ils ne sont pas forcément mainstream, qui ne sont pas forcément sensationnalistes, hein, et que, par exemple, quand on a des résultats qui montrent que certaines informations qui sont véhiculées partout sont fausses, je peux prendre juste un exemple qui n'a rien à voir. Depuis 2014, parce que les Américains en Californie ont dit que la voiture autonome était là dans 2 ans. Tout le monde dit que la voiture autonome est là dans 2 ans, 100% autonome. Hein. On est en 2020, on commence à parler de 2025 ou de 2030. Mais le discours, alors il a un peu évolué du côté des constructeurs parce qu'il y a des sujets risques qui sont apparus et qu'on a fait émerger. Mais le discours du mainstream a toujours été « ça arrive, c'est magique, vous allez voir ce que vous allez voir ». Et on a le même sujet sur les objets connectés, on a le même sujet sur plein d'autres sujets. Et je pense que finalement, à ne pas détricoter cette espèce de mythologie parfois techno idéalisée, eh ben, le jour où les gens vont être face à des problèmes plus sérieux, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça, c'était sur le temps. Donc, je parlais plus de ce temps amont que du temps aval, bien entendu. Après, sur les réseaux sociaux, oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Johnny. C'est un outil qui est très compliqué pour faire de la prévention parce que ce n'est pas son objet, que la prévention par nature, ce n'est pas hyper positif et que ce n'est pas évident. Par contre, on peut faire avec ces outils-là, avec le digital, et c'est le cas par exemple de l'application LastQuake, que j'évoquais tout à l'heure, des outils dans lesquels des gens font l'effort de télécharger une application parce que le sujet les intéresse et qu'ils ont envie d'être informés, et finalement, ce faisant, sont informés tout en informant et en participant. Rémi Bossu nous racontait par exemple, alors l'application au départ, elle devait récupérer des témoignages et des éléments de localisation et un certain nombre de choses pour pouvoir identifier la violence du séisme, par exemple, et puis très vite, vu l'utilisation d'algorithmes, on arrive juste avec l'ouverture de l'application à définir à peu près l'épicentre et à peu près la violence du séisme, et dans un temps redoutable, 30 secondes, 1 minute, on sait déjà ça. Alors ça peut être ajusté par les scientifiques un peu plus tard, mais en gros, on ne se trompe pas beaucoup. Et il y a des effets extrêmement intéressants, par exemple sur des séismes extrêmement violents, c'est ce que Rémi appelle l'effet donuts, c'est que vous voyez que les gens allument sur une carte, vous voyez les gens qui allument l'application, vous avez plein de trucs, et au milieu, vous avez un vide, c'est-à-dire que dans une zone où ça a été tellement violent, que les gens ont vraiment autre chose à faire que d'appuyer sur l'application pour se savoir s'ils ont bien senti un truc. Et donc, vous avez des zones, et là, vous savez que c'est un peu violent parce que vous avez cet effet donuts. Donc, ça apporte des éléments de connaissance. Je ne sais pas si on peut parler de connaissance scientifique. En tout cas, ça aide à véhiculer de l'information rapide, etc. Et après, on peut utiliser, comme sur ICATNAT, ce qu'on a fait avec le BRGM, un outil d'observation des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens directement de participer ou de faire des choses. On va observer ce qu'ils disent, analyser ce qu'ils disent ou ce qu'ils publient, et avec aussi de l'algorithmie, en ressortir des règles, ou en tout cas des constats sur la violence, sur le niveau, sur l'importance et sur les dégâts. Donc, on peut s'en servir aussi d'une façon un peu différente que de la logique pure du réseau social en tant que tel. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Marc. On parle beaucoup des réseaux sociaux, mais moi, ce que j'observe sur le terrain, quand on va, je travaille pas mal aux Antilles, par exemple, ou même, on l'a vu en fait pendant la crise sanitaire du Covid, c'est que les médias traditionnels, la presse, la radio, jouent encore un rôle extrêmement important pour nous
pour évaluer l'information justement. Et je sais pas si c'est mon expérience personnelle, mais j'ai pas l'impression. On accorde quand même un poids différent à ce qui va nous être raconté à la radio et ce qui est dans la presse, dans les journaux qu'on a l'habitude de lire et auxquels on fait confiance quand même par rapport à ce qu'on va pouvoir lire sur les réseaux sociaux. Et du coup, je pense que la question de l'articulation, pour revenir un petit peu à cette question de qu'est-ce qui a changé dans la communication des risques, avant on avait ce triptyque autorité, média, autorité scientifique, enfin experts, médias, publics. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Certes, les réseaux sociaux jouent un rôle important, ils viennent bousculer un petit peu peut-être le ronronnement des interactions entre ces acteurs, mais peut-être que ça n'a pas non plus radicalement changé. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge en tout cas. Ça ne me paraît pas si évident de répondre à cette question. Je pense qu'il y a des modalités qui ont changé, mais encore aujourd'hui, on voit que la presse traditionnelle, les médias traditionnels jouent quand même un rôle particulier, malgré cette crise de la confiance un peu généralisée. Ça, on en parle beaucoup. Mais malgré tout, durant cette crise sanitaire, je pense qu'on a eu tous un petit peu cette expérience de savoir où c'est qu'on allait chercher nos infos. Et on a pu faire un certain nombre de constats là-dessus. Et puis, je voulais intervenir aussi pour relancer, pour poser les questions des participants. Donc, je vais commencer. Alors, on est obligé de faire des choix dans l'organisation. Mais enfin, il me semblait que c'était intéressant de réagir sur la temporalité parce qu'on parlait de la prévention et de l'intervention en cas de crise ou post-événement. Et il y a une question de Bruno Lansard là sur les risques climatiques et sur la manière dont ils sont pris en compte à court, moyen et long terme. Et effectivement, il me semblerait que ce serait intéressant de vous entendre tous les trois sur cette question de la temporalité dans la communication sur le risque. Comment est-ce qu'on gère ces différentes temporalités? Est-ce qu'on y accorde la même importance en fonction de vos différentes pratiques? Moi, je peux juste dire qu'un phénomène météo est traité dans une temporalité pour une radio comme la mienne comme un phénomène météo. Mais de plus en plus vite, je trouve, par rapport à des années auparavant, arrive la question et l'angle, est-ce lié au changement climatique? Et donc là, voilà, ma compétence de spécialiste est très, très souvent mise à contribution. Donc, les épisodes Cévenol, voilà, tous les 10 ans, je pense que j'ai pu faire des sujets assez vite après les premiers sujets qui sont quelle est l'ampleur de la tempête, quelle est l'ampleur des inondations, quelle est l'ampleur des dégâts. Voilà, ça, c'est les premières informations qu'on donne. C'est mais quelle cause et est-ce que le climat est en cause? Donc, on arrive voilà, assez vite à la difficulté de la traduction des rapports du GIEC dans des événements météo, à répéter sans cesse qu'un événement météo, ce n'est pas un événement climatique. Et donc, il y a eu voilà, parfois aussi pour peut-être certains intervenants à l'antenne, hein, parce qu'on dit, voilà, nous, on donne la parole parfois à des gens qu'on ne contrôle pas quand ils sont en direct, donc qui vont peut-être vous dire, mais oui, c'est lié ou ça n'a pas de rapport, alors que, voilà, on pourrait un peu plus nuancer leurs propos, mais moi, je trouve que la formation, enfin, c'est ce que je trouve le plus intéressant à observer depuis 10 ans, c'est que peut-être qu'il y a toujours des résistances, des polémiques, des anti-sciences, mais il y a une appétence du grand public et aujourd'hui, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir qu'un agriculteur, un assureur, enfin, plus personne ne se penche pas sur le sujet, ne se pose pas de questions sur le sujet, ne cherche pas par lui-même à aller comprendre quel lien il y a avec le sujet. Donc, je trouve que cet angle-là, qui était seulement traité au moment des grands rapports du GIEC, arrive assez vite dès qu'il y a un phénomène type ouragan dans la zone Caraïbe, dès qu'il y a épisode Cévenol, enfin méditerranéen en France, et les canicules, enfin voilà, comme on en a eu une l'été dernier. En complément, alors différents exemples, mais moi, comme ça fait 15 ans que je travaille sur les lectures rapides et que j'ai la chance du coup d'être aussi sollicité de temps en temps par des journalistes, je trouve qu'il y a une évolution sur les questions qui sont posées. L'une des difficultés quand même, c'est que souvent on a 2 à 3 minutes pour intervenir sur un sujet qui mériterait en fait beaucoup plus de temps.
Et évidemment, une information, on est rapidement contraint par le temps. Alors déjà, on a la chance d'intervenir devant les médias et en même temps, on n'a pas non plus de formation et il faut trouver les bons mots en allant très vite à l'essentiel. Deux exemples aussi, il y a de la confusion aussi dans les termes qui mériteraient justement un rappel. Et je pense que c'est la même chose avec le rapport du GIEC ou les rapports qui sont produits depuis une dizaine d'années. C'est que c'est des rapports qui font 200, 300 pages qu'il faudrait expliquer, rappeler régulièrement. Et dans ce que vous disiez, là, je trouve ça intéressant, c'est que souvent dans la présentation d'un phénomène, on relate les faits, on cherche les causes, on cherche les responsabilités. Je ne fais pas de la simplification, hein, mais comme vous avez aussi, vous, un temps contraint, et je trouve que de plus en plus, la responsabilité, on cherche à mettre en évidence soit l'urbanisation, soit le réchauffement climatique sur un événement, de manière caricaturale, hein, alors qu'il y a des causes qui sont imbriquées, interconnectées, et ce n'est pas si évident que ça. En tout cas, moi, c'est l'avis que j'ai en tant que scientifique, c'est que souvent, il faut qu'on résume un débat. Après, il y a… moi, je travaille sur l'alerte à la population. Je vais aussi vous donner en lien un exemple avec la question là, sur les risques climatiques. Déjà, la première chose pour moi, c'est que l'alerte météo, ce n'est pas une alerte. Et ça fait un gros écueil parce qu'en fait, ce n'est pas de la compétence des services de l'environnement ou de Météo France, c'est que c'est une vigilance avec des codes couleurs et que l'alerte, c'est une procédure très cadrée en France. Mais comme maintenant, l'alerte météo, elle est acceptée par tout le monde et qu'elle est utilisée par tout le monde, du coup, il y a un décalage sur cette signification. Ensuite, sur les risques climatiques, je pense qu'on est bien là aussi sur une question importante, c'est la temporalité de l'événement. C'est-à-dire que si on dit que les choses vont évoluer, que ça va arriver dans 5 ans, dans 10 ans, moi, le premier, on a du mal à se projeter et à voir les effets de ces événements-là. Sur une catastrophe naturelle, c'est du vécu, c'est tel événement, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, on essaie de comprendre les événements. Et puis, souvent, ce qu'on remarque, c'est que au bout de quelques heures ou de quelques jours, on essaie de chercher dans les archives finalement s'il y a eu d'autres événements sur ces secteurs-là. Et puis, on se rend compte qu'il y a eu certains événements qui se sont produits il y a 30 ans, il y a 150 ans. Et je trouve que là aussi, dans le discours, il faut essayer de relater un peu les choses. C'est que la fréquence des événements, elle a évolué au fil du temps parce qu'on a de l'exposition, parce qu'on a les aléas qui changent, parce que les sociétés évoluent. Et typiquement, la crue centenale, c'est une crue qui a une chance sur 100 de survenir tous les ans. Et moi, je reste assez effaré, entre guillemets, du nombre de personnes que je rencontre qui n'arrivent pas à définir ça. Ce n'est pas une crue qui se produit tous les 100 ans, c'est une crue qui a une chance sur 100 de survenir tous les ans. Non, mais et ça, d'un point de vue discours, en tout cas, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est aussi un exemple de terme qui est difficile à avoir. Donc, sur les risques climatiques, si je reviens sur la question, en fait, comme la temporalité elle est plus lointaine, on a plus de mal à avoir un impact sur ces risques-là, sur expliquer comment ça va se passer, comment ça va évoluer, en ayant aussi des incertitudes finalement sur la précision des évolutions. Est-ce qu'il y aura plus de crues? Oui. Où est-ce que ça va avoir lieu? On ne sait pas. Le niveau de la mer risque d'augmenter? Oui, mais avec quelle intensité? On ne sait pas. Et ça rejoint un peu les débats aussi sur en tout cas, ce n'est pas le traitement médiatique, mais la difficulté à considérer des incertitudes scientifiques et à en faire part et à essayer de les expliquer de façon la plus honnête possible. Et c'est la vraie difficulté. En tout cas, je trouve aussi que les choses s'améliorent au fil des années et justement, l'interaction scientifique-média, elle est très, très importante. Merci, Johnny. Alors, pour compléter. Ah, pardon, Marc. Bien sûr. De dire Johnny, et ce qu'a dit Anne-Laure d'ailleurs, moi, par rapport, d'ailleurs, ce que disait Maud là, sur le fait qu'il y a des organes de presse auxquels on fait confiance. Oui, il en reste, mais je dirais qu'il y a des risques aujourd'hui très forts, hein, puisque on l'a vu pendant la crise du Covid, vous avez eu parfois une confusion entre ce qui était considéré comme un fait scientifique, qui n'en était pas un, une vision politique, et des prises de position des journalistes. Hein, donc avec des journalistes médecins scientifiques qui tenaient sur certaines chaînes publiques des propos, et 15 jours après, ils tenaient les propos inverses. Hein, ça posait de problème à personne. Et donc, en faisant des choses comme ça, on altère cette confiance-là, et après, vous avez des gens qui vont sur les réseaux sociaux chercher des informations plus ou moins fausses, et qui vont finir par leur donner plus de crédit. Donc, je pense qu'il y a un risque quand même à confondre la chose scientifique de l'opinion.
Et notamment, je pense qu'il y a eu une dérive au niveau des médias, et je vais revenir après sur le climat, qui est de confondre les experts avec des scientifiques. C'est-à-dire qu'on va faire parler des experts en leur donnant une casquette de scientifique. Et finalement, un scientifique, ça a été très bien dit par Johnny, c'est quelqu'un qui doute. La science évolue en permanence depuis des siècles, donc c'est quelqu'un qui a une part d'incertitude. Et vous avez des experts, alors que ça peut être des gens qui sont scientifiques, ou des industriels comme Elon Musk qui viennent vous dire, voilà, demain, ça sera ça. Et tout le monde les croit, alors que ça n'a absolument rien de scientifique. Donc je pense que c'est bien de remettre les choses en perspective. Et cette espèce de confusion entre l'expert, parfois le journaliste et le politique, arrive à des choses qui sont parfois trompeuses. Par exemple, le réflexe courant qui consiste à dire, dès qu'il y a un événement climatique, à dire c'est le réchauffement climatique. Moi, je trouve ça très embêtant parce que c'est probablement, alors c'est peut-être pour 5% de réchauffement climatique, mais il y a de multiples autres causes qui sont liées aux personnes elles-mêmes, aux choix qu'elles ont fait pour mettre leur maison, etc. Quand on a eu les submersions marines à l'époque de Xintia, tout le monde a dit c'est le réchauffement climatique. Quand on étudie l'histoire de la région sur 5 siècles, il y a eu 3 ou 4 événements par siècle équivalents à Xintia, bien avant que l'époque industrielle. Donc, les experts qui viennent en disant c'est le réchauffement climatique, ce pas des gens sérieux. Sauf qu'en général, c'est plutôt cela qu'on entend. Voilà. Et ça crée de la défiance au bout d'un moment. C'est ça qui est un peu embêtant. Et c'est vrai que parfois, ils sont bons, ces gens-là, en termes de public médiatique. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs d'eux, ils affirment les choses avec des phrases très courtes, c'est des bons clients. Alors parfois, les scientifiques, ils peuvent être plus longs, plus complexes, plus difficiles. Donc c'est aussi, je pense, un enjeu de société d'accepter de donner une part au doute pour ne pas se retrouver coincé avec les masques, ça ne sert à rien, et puis 3 mois après, tout le monde doit en porter. Voilà. C'est un peu une difficulté. Juste une insiste par rapport à ça, dans les analyses qu'on a faites, donc des analyses scientifiques qu'on a faites, enfin aussi quantitatives, objectives que possible, voilà, sur la couverture médiatique, on se rendait compte qu'à cause de cette fenêtre temporelle très très courte de la médiatisation, il y avait aussi un biais qui consistait à ne jamais parler des vulnérabilités. C'est-à-dire que pour les spécialistes des risques, se pose toujours la question des vulnérabilités. Qu'est-ce qui a fait que pour un même aléa, on a eu beaucoup plus de morts, beaucoup plus de blessés, beaucoup plus de dommages aux bâtiments, etc. Et cette question des vulnérabilités, même pour les spécialistes, on se la pose souvent après l'urgence, c'est-à-dire après avoir géré les premières urgences vitales, remis en état un minimum le territoire, etc. Et du coup, à cause de cette fenêtre médiatique très courte, cette phase d'interrogation, de doute, de remise en question, et puis finalement de recherche des racines profondes de la catastrophe, ça passe un peu à l'as dans la couverture médiatique. On ne le voit pas suffisamment. Il y a quelques articles, mais en général, c'est vraiment pas grand-chose par rapport au flux des autres nouvelles qui arrivent à ce moment-là. Donc voilà, c'était juste un petit commentaire par rapport à ce que vous disiez. Et puis, je passe la parole à Samuel, parce qu'on a pas mal de questions aussi. Il faut qu'on transmette les questions des participants. Ah, ton micro est coupé, Samuel. Ouais. Pardon, le temps passe vite, en effet, déjà 18h30. Donc, alors, Marc a répondu à une question là, de Badawi Rouban, là, qui était exactement sur cette question du parallèle avec le Covid et du flou qu'il pouvait avoir dans une intervention, justement, avec le flou expert scientifique. Donc, merci Marc. Je voulais, moi, poser une question différente. De toute façon, on n'aura pas le temps de traiter en pleine profondeur toutes les questions, mais en m'adressant peut-être d'abord à Anne-Laure sur savoir si est-ce que vous considérez que finalement les pratiques qu'on a déjà évoquées, de l'exploitation des données ouvertes, des réseaux sociaux, cette utilisation du digital par les scientifiques, peut être une opportunité de parler du risque naturel, mais pas seulement, avec un autre aspect, un autre angle qui n'est plus forcément celui de la crise, de la catastrophe, mais sur un temps différent. Tout ce qui est sciences participatives, etc. Oui, voilà, j'allais vous dire, moi, je trouve que c'est des sujets très intéressants parce que à la fois, ça permet d'avoir… j'ai fait quelques sujets sur des projets de sciences participatives, par exemple, aucun rapport avec les risques naturels, mais sur l'observation des insectes pollinisateurs, voilà, sur les papillons. Et ce qui est super, c'est qu'à la fois, on a le témoignage de celui qui participe
et donc un peu sa vision propre à lui, pourquoi il s'intéresse aux papillons, qu'est-ce qui l'a poussé à participer à ce projet et qu'est-ce qu'il a vu dans son jardin et la vision du scientifique avec plus large, avec oui, mais ce témoignage, ce n'est qu'un témoignage. Moi, je vais vous remettre en perspective l'ensemble de ce que l'étude montre. Et voilà, et c'est des sources, c'est des sujets très intéressants en soi parce que ça, je pense que ça participe à faire comprendre aux gens qu'on peut faire de la science tout le temps et qu'on n'a pas, voilà, et qu'on peut s'intéresser à ces sujets-là, même si on a arrêté en 4e ou en 3e les sciences. Et ça permet aussi de faire avancer la connaissance avec un réel travail sérieux de méthode scientifique. Je reviendrai juste sur le doute. Je pense que c'est un point commun entre les journalistes qui font bien leur travail et les scientifiques. Ils doivent douter. Et notamment, nous, on doute toujours des sources, de nos propres sources. C'est pour ça qu'on les confronte les unes aux autres. Et pour voir, moi, j'ai trouvé très intéressant de pouvoir aller sur le terrain des inondations pour challenger des experts ou des sources scientifiques qui sont les hydrologues qui modélisaient l'évolution de la crue centenale et qui me disaient la veille, bon, demain, le pic de crue, il sera à tel endroit, l'eau montera à 1 mètre. Bah, je suis allée voir Madame Mitchell. L'eau, elle n'est pas montée à 1 mètre chez elle, elle est montée à 2 mètres. Donc, je retourne voir mon expert en lui disant, est-ce que votre modèle, il va bien? Parce que hier, vous voyez, enfin, voilà, c'est en ça que nous, on travaille comme ça, en fait. On multiplie les sources, y compris de scientifiques qui ne travaillent pas entre eux. En revanche, le travail, et qui est beaucoup plus difficile à faire dans l'urgence des rédactions, c'est la crédibilité de la source. Et quand pendant des années, pour parler des conférences climat et du GIEC, les rédactions ont invité Claude Allègre, c'était très difficile à vivre pour les journalistes qui suivaient les rapports du GIEC. Mais il était voilà, charismatique. Et souvent, on a eu à expliquer, attention, ce n'est pas parce que quelqu'un a un bac S qu'il est crédible pour évoquer ce sujet. Voilà. Merci Anne-Laure. Je peux dire un mot, Samuel, sur, oui, je t'en prie. Il y a une étude qui est sortie il y a 1 an ou 1 an et demi qui est assez intéressante parce qu'elle montrait que, y compris aujourd'hui, hein, qu'il y avait une visibilité dans les médias des climato-sceptiques supérieure aux représentants du GIEC. Voilà, c'est juste pour… Et comme Maud l'a dit, l'impact, il est majeur sur la population. Tout à fait. C'est juste pour relayer une question là, qui vient sur le rôle des médias dans la culture scientifique, parce que je pense que ce que tu disais, Anne-Laure, là, sur le fait que toi, journaliste sur le terrain, tu fais finalement l'aller-retour entre Madame Michu et le scientifique, je trouve que ça interroge vraiment ça, parce que j'imagine que d'en rendre compte, je ne sais pas comment vous vous en rendez compte après à l'antenne ou dans les sujets qui en sont faits, mais c'est confronter la science à l'observation et c'est quelque chose qui, dans le sens critique, et si on arrive à le transmettre, c'est très précieux. Après, je pense que la crise du Covid a montré que la science avance avec le doute et que parfois, la difficulté du conseil scientifique a été d'être confronté à la décision politique. Moi, je ne dirais pas il y a les gentils scientifiques d'un côté, les méchants politiques de l'autre. Je trouve toujours rassurant de voir des décideurs aller voir le travail de sources scientifiques. Je trouve toujours intéressant de voir des scientifiques de disciplines différentes se mettre ensemble pour voir comment ils produisent le travail du GIEC ou de l'IPBES, pour moi, il est en ça remarquable. C'est pour ça qu'on a du mal à vivre qu'il y ait autant de critiques, parce qu'on se dit, mais quand on dit la science a dit, non, la science, elle dit rien. Il y a des scientifiques qui parlent et qui ont des points, qui sont partis d'une hypothèse et qui ont fait des expérimentations et qui ont confronté des données pour arriver à une conclusion. Mais voilà, les modélisateurs, par exemple, on voit aujourd'hui que, quel que soit, tout dépend des données qui sont rentrées dans les modèles ou des paramètres qui sont rentrés dans des modèles, on voit bien qu'il y a des différences. Et oui, on n'a pas toujours la possibilité de réexpliquer ce que disait Johnny. Il faudrait recontextualiser, mais on n'a pas beaucoup de temps. Ah oui, alors ça, bienvenue dans ma vie, c'est mon métier. Résumer un rapport du GIEC en 40 secondes, je vous avoue que c'est très, très difficile.
Mais en même temps, moi, je suis contente qu'une chaîne d'infos continue comme la mienne, elle fasse de la place, même une minute, mais maintenant c'est beaucoup plus, sur des sujets comme ça. Et on est dans un pays démocratique avec des magazines spécialisés, avec des émissions longues à la télé, avec des podcasts aujourd'hui. Enfin, voilà, je pense que on a le choix si on veut avoir plus de détails que tiens, elle m'a dit la journaliste que c'était peut-être dans le rapport du GIEC qui parlait d'un lien entre les épisodes Cévenol. Je vais aller lire le rapport du GIEC, ou je vais aller lire la recherche, ou je vais aller lire Sciences et Vie là-dessus. Il y a toutes ces possibilités-là aujourd'hui dans notre pays. Donc, moi, je suis contrainte par ma rédaction. Si j'ai envie de faire des formats longs, des magazines et d'écrire, mais écrire un papier, c'est douloureux pour moi. Je préfère parler à la radio. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Anne-Laure, encore pour une question de mise en échelle, en perspective des échelles, mais c'est vrai qu'on travaille pas mal sur les médias et du coup, on se rend compte qu'il y a aussi une vraie différence de couverture en fonction de l'échelle et des pratiques, de l'échelle des pratiques à laquelle on se place. Par exemple, un journal local va avoir tendance à développer beaucoup plus un discours sur justement le territoire, sur ses dangers, on va être beaucoup plus proche de ce que vivent les gens au quotidien et aussi va transmettre un certain nombre de connaissances sur ce territoire. Un média national va avoir de fait une autre emprise et aussi d'autres sujets, il va les couvrir un peu différemment. Donc on voit aussi qu'en fonction de l'audience qui est visée, on n'a pas du tout les mêmes infos scientifiques aussi qui sont transmises, traitées et ça va avoir une importance, cette échelle. Donc voilà, c'était juste pour signaler ça. On a dans les questions des questions sur la déformation des informations, sur le risque de fausses informations. Ça, j'ai l'impression que Anne-Laure, vous avez pas mal élaboré sur cette question en soulignant le soin qui était apporté au croisement des sources, mais évidemment, dans l'urgence, c'est toujours compliqué. C'est compliqué pour les experts aussi, ouais, parce que, et c'est d'ailleurs pour ça que les nouveaux outils de collecte de données en utilisant les applications smartphone, etc., sont très précieuses, c'est qu'elles permettent aussi de pallier à un défaut d'information qui est critique dans les premières heures. Et puis, on a aussi des questions. Dire, Maud, juste. Oui, bien sûr. Nous-mêmes, dans les rédactions et à la rédaction de France Info, on a des outils aussi pour voir remonter, notamment un outil qui s'appelle Data Miner, dont Johnny, je pense, a parlé également, où on voit remonter un sujet par les échanges qu'il provoque sur les réseaux sociaux. Et donc, avant de donner, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, je ne sais pas, sur un braquage ou une alerte au feu quelque part. Donc, on voit remonter. Et on a la possibilité, nous, après, d'appeler des pompiers, d'appeler d'autres sources que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avant d'aller à l'antenne, parce qu'on voit bien qu'on se fait rattraper dans cette temporalité-là. Donc, on ne veut pas aller à l'antenne en disant sur les réseaux sociaux, on dit ça, même si je suis sûre que vous l'entendez très souvent. Mais on a aussi des outils dans la rédaction pour être alerté de tiens, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est une fake news qui devient virale, comme l'a dit Johnny, ou est-ce qu'effectivement il y a quelque chose? Après, la difficulté, c'est aujourd'hui les cellules vraies du faux, où on donne à l'antenne, vous avez beaucoup vu cette information, on vous la démonte. Il y a des débats, je vous avoue, dans les rédactions pour se dire est-ce que c'est la bonne pratique, parce que finalement, il y a peut-être plein de gens qui n'avaient pas du tout entendu cette fausse information, qui vont l'entendre à l'antenne, peut-être démonter. Mais comme nous avons aussi, moi je ne préjuge pas de comment mon auditeur réceptionne l'information, peut-être qu'il ne nous croit pas, il y a beaucoup de défiance, même si les gens nous écoutent. Est-ce qu'ils se disent, ils disent que c'est sur les réseaux sociaux, ils disent que c'est pas vrai, mais moi je pense quand même que c'est vrai ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Vous voyez, donc ça c'est garder de l'espace à l'antenne pour démonter des fausses informations qui n'ont été vues que sur les réseaux sociaux, c'est un équilibre aussi compliqué. Ok, merci. La dernière question est portée sur les systèmes d'alerte et notamment le recours aux messages par SMS sur les téléphones. J'aurais beaucoup aimé interroger Johnny sur cette question, mais je crois qu'il a eu un problème de connexion parce que je ne le vois plus. Donc peut-être, il reste 4 minutes. S'il revient, on lui posera la question. Peut-être Samuel, tu pourrais réagir sur cette question-là? Sur celui de l'alerte? Ouais, ou sinon on attend Johnny. Non, je pense qu'on va attendre Johnny. Moi, j'ai plus travaillé sur
l'information montante et moins l'information descendante. Peut-être encore que Marc aura un avis là-dessus, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on voit qui sont très interrogées et que les stratégies maintenant d'alerte, en tout cas en France, après s'être un temps tournées vers le développement d'applications mobiles, se tournent vers, d'une part, les réseaux sociaux, un projet de faire alerter les populations en cas de risque, de catastrophe via les réseaux sociaux, et d'autre part, de pousser de l'information sur tous les téléphones qui sont sur une zone. Donc ça, c'est vrai que c'est des choix technologiques qui sont discutés. Marc, je te vois. Oui, peut-être en un mot, la question n'est pas technique et technologique sur l'alerte. La question, c'est quelle alerte, à qui, quand et comment, parce que finalement, on peut avoir des effets extrêmement contre-productifs d'une alerte, avec des effets de panique, des effets d'incompréhension, des effets de sidération. Quel est le message? Est-ce que tout le monde va bien comprendre le message? Et surtout, s'il n'y a pas eu d'éducation en amont de l'alerte, que font les gens? Et donc là, vous pouvez avoir, pour prendre un exemple, en cas de crue rapide, il ne faut surtout pas prendre la voiture pour aller chercher les enfants à l'école. Dès que vous faites une alerte, les gens foncent dans la voiture pour aller chercher les enfants à l'école. Et ça a créé quelques décès encore récemment. Donc, ces phénomènes d'alerte sont extrêmement complexes et je pense qu'il faudrait qu'on ait, sur ces questions de risque, mais il faut une volonté politique pour ça, qu'on ait une culture un peu à la japonaise avec de l'éducation très tôt pour à la fois trier le vrai du faux, mais aussi pour pouvoir être habitué à ces alertes et avoir les bons réflexes au bon moment. C'est un point qui est extrêmement important. Et puisqu'on parlait des fake news, j'en profite en une minute. Nous, actuellement, on fait un appel à projet à la Fondation. On a eu énormément de projets scientifiques autour de la question des fake news avec des angles très, très différents pour traiter cette question-là. Mais on se rend compte que c'est très, très compliqué, même avec du fast-checking, parce que, effectivement, Anne-Laure l'a dit, il y a des effets pervers. Quand vous commencez à dire officiellement qu'une information est fausse, pour certains esprits, ça veut dire qu'elle est sûrement vraie. Donc, ça devient très, très compliqué. Donc, tout ça, en fait, quand on remonte un peu le fil, ça revient à l'éducation, à la capacité qu'on donne aux gens de faire le tri dans l'information, de se faire une opinion eux-mêmes et de ne pas croire ce qu'on voit. Et malheureusement, pour revenir juste sur cette petite anecdote, sur les risques et sur les effets, je dirais, de noyade qui se produisent sur les réseaux sociaux lorsqu'il y a un événement climatique, on n'a pas des phénomènes colossaux, on a des phénomènes colossaux plutôt quand Beyoncé change la couleur de son sac à main. Ça crée du flux, ça intéresse beaucoup. Mais des sujets comme le risque ou des gens qui risquent leur vie, c'est quand même un peu moins intéressant. Alors oui, si je peux dire quelque chose pour compléter ce que Marc dit, moi je l'ai constaté plutôt dans des zones où pourtant, alors je suis d'accord sur la culture du risque et Lubrizol a montré que l'alerte telle qu'elle était programmée, c'est mes collègues de France Bleu Normandie qui ont prévenu la préfecture que l'usine brûlait quand ils sont levés le matin pour aller présenter les journaux très tôt à la radio. Donc, et après, il y a eu, est-ce qu'on déclenche des sirènes? Mais des sirènes, ça dit quoi aux gens? Enfin, donc, et on se dit qu'effectivement, il y a d'autres systèmes au Canada, tel Broadcast, pour prévenir autour d'une zone où il y a une culture du risque, alors qu'en plus, on a des zones où il y a eu une culture du risque industriel entretenue autour de lacs, plus visiblement autour de Lubrizol. Mais moi qui ai travaillé, par exemple, pour les centrales nucléaires, où il y a eu beaucoup de travaux pour faire comprendre aux riverains, pour leur donner une culture du risque, pour leur prévenir pour les prévenir des comportements à tenir en cas d'alerte. Voilà, on voit qu'au fur et à mesure des années, peut-être des choses s'étiolent, donc la SN relance les pastilles idiotes, ces choses-là. Mais moi, j'avais interrogé la responsable d'un centre d'animation qui me disait elle-même, qui me disait visiter la chambre forte avec les stocks d'eau, de pastilles idiotes en cas d'alerte pour confiner les gens dans ton centre. Elle savait qu'il ne fallait pas utiliser les lignes téléphoniques en cas d'alerte, mais elle me disait, je ne sais pas si j'arriverai à m'empêcher d'aller chercher mes enfants à l'école. Donc après, on est confronté à, malgré toute la culture du risque qu'on a pu donner à des gens, on est confronté à cet facteur humain. Merci beaucoup, merci à tous pour vos interventions. L'heure a sonné. Donc on va s'arrêter là. Je voulais vraiment vous remercier pour ces
pour ces échanges très riches. Remercier Johnny aussi, qui n'est plus là, mais on lui transmettra par la suite, qui a toujours des problèmes de connexion. Et puis, vous rappeler à tous que ce webinaire n'est une première séance de travail et qui sera suivie par au moins 2 autres webinaires dans l'année. Donc, restez connectés. On vous enverra les infos et puis on espère vous retrouver pour travailler. Donc, la prochaine fois, on travaillera notamment avec les personnes qui sont en charge de l'observation et de la surveillance d'un certain nombre de phénomènes naturels dangereux pour les populations, ou même de l'observation en général d'ailleurs de ces phénomènes naturels. Et on essaiera un petit peu de creuser ce sujet-là. Et puis voilà, vous remerciez tous et vous souhaitez une très bonne soirée à tous.